Ma belle-mère a exigé que ma fille de 9 ans donne son MacBook à $1600 à son cousin en cadeau. Elle lui a dit que si elle refusait, elle ne devait plus l'appeler grand-mère. C'est alors que mon mari s'est levé et a dit ceci. Le visage de ses parents a blêmi. Ma belle-mère a exigé que ma fille de 9 ans donne son MacBook de $1600 à son cousin, en guise de cadeau. Elle lui a dit que si elle refusait, elle ne devrait plus l'appeler grand-mère. Puis mon mari s'est levé et a dit ceci. Le visage de ses parents est devenu livide. J'ai su que quelque chose n'allait pas, dès la seconde où ma fille a franchi la porte d'entrée. D'habitude, Grace arrive comme un petit ouragan. Les chaussures balancées en direction du range chaussures. Le sac à dos lâché là où la gravité décide de le placer. Un commentaire continu sur sa journée, débité à toute vitesse, avec l'énergie de quelqu'un qui n'a jamais payé de prêt immobilier de sa vie. Ce soir-là, Grace est entrée comme si elle pénétrait dans un musée. Silencieuse, prudente. Ses épaules étaient remontées jusqu'aux oreilles, comme si elle essayait de disparaître dans son sweat à capuche. Michael la suivait, portant son sac de voyage. Le visage de mon mari était neutre, de cette façon qu'il a quand il pense que « neutre » signifie « personne ne peut me lire ». Même si je le lis depuis des années, comme un menu. Ils allaient bien, a-t-il dit avant que je puisse poser la question. Maman et papa. Grace a passé un bon moment. Grace n'a rien dit. Elle ne m'a même pas regardé. Ce n'était pas un bon moment. J'ai attendu. Parfois, les enfants ont juste besoin d'une minute pour passer d'un environnement à un autre. Parfois, ils sont fatigués. Parfois, ils ont faim. Parfois, ils ont décidé qu'ils détestaient le concept des pantalons et planifient silencieusement une rébellion. Grace est passée devant moi, est allée directement au bout du couloir, et a fermé la porte de sa chambre avec un déclic doux. Pas un claquement, pas de drame, juste quelque chose de définitif. Je suis resté là un instant, fixant la porte comme si elle pouvait s'ouvrir et fournir une explication. Michael a posé le sac et m'a fait un petit haussement d'épaule, comme si nous regardions tous les deux un documentaire étrange sur notre propre enfant. Elle était un peu silencieuse dans la voiture, a-t-il dit. Probablement juste fatiguée. Les enfants fatigués demandent quand même des collations. Une Grace fatiguée me dit quand même que je suis la maman la plus méchante d'Amérique si je suggère l'heure du coucher. C'était différent. J'ai préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, juste le genre de nourriture qu'on fait quand on espère que la routine va recoller les morceaux du monde. Pendant que les pâtes bouillaient, j'ai frappé doucement à sa porte. Et, ma chérie. Tu as faim. Une pause. Pas vraiment. Ça, c'était la deuxième prise. Grace croit que la faim est un inconvénient qui peut être résolu avec des craquelins et de la détermination. Pas vraiment, signifiait qu'il s'était passé quelque chose. D'accord, ai-je dit, en gardant une voix légère. Si tu changes d'avis, je te laisserai une assiette. Une autre pause. D'accord. J'ai regardé par-dessus mon épaule vers Michael, qui faisait défiler son téléphone comme si les téléphones avaient des réponses. Il a levé les yeux, a vu mon visage, et a posé le téléphone. C'était assez rare pour que je faillisse prendre une photo. Nous avons mangé à la table de la cuisine, juste tous les deux. La troisième chaise restait vide, ce qui semblait faux d'une manière que je n'arrivais pas à définir. De temps en temps, j'entendais un mouvement discret venant de la chambre de Grace, comme si elle faisait les 100 pas ou ouvrait des tiroirs. Puis, le silence à nouveau. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle avec une efficacité agressive. Michael a proposé d'essuyer. Je savais pourquoi. Il voulait être utile, oui, mais il voulait aussi rester en mouvement. S'il restait en mouvement, il n'avait pas à s'asseoir avec la chose qu'aucun de nous ne nommait. J'ai essuyé mes mains, j'ai descendu le couloir, et j'ai frappé à nouveau. Grace, je peux entrer? Une longue pause. Puis, ouais. J'ai ouvert la porte. Elle était assise sur son lit, les genoux remontés, fixant un poing sur le tapis comme si elle essayait de résoudre un problème de maths avec ses yeux. Ses joues étaient rouges. Ses cils semblaient humides. Mon cœur a fait cette horrible petite torsion. Je me suis assise sur le bord du lit, en faisant attention à ne pas l'envahir. Et, qu'est-ce qui se passe? Elle a haussé les épaules. Pas un haussement d'épaule sarcastique, mais un petit haussement d'épaule impuissant. Rien.
J'ai attendu. D'accord, ai-je dit doucement. Rien un peu quand même semblait gros parfois. Elle a dégluti. Sa gorge a bougé. J'ai tendu la main, j'ai repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez grand-mère Patricia? Ses yeux ont filé vers les miens, puis se sont détournés. Pas vraiment. Ça, c'était la troisième prise. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas interrogé. Je ne voulais pas qu'elle se sente piégée. Je suis juste resté là avec elle, dans le calme, jusqu'à ce qu'elle recommence à respirer normalement. Tu veux lire, ai-je proposé. Ou regarder quelque chose de bête? Grace a secoué la tête. Tu veux que je reste une minute? Une autre pause, puis un tout petit signe de tête. Alors, je suis resté. Je me suis assise sur le lit de mon propre enfant et j'ai écouté le silence, comme s'il allait se confesser. Finalement, sa respiration s'est régularisée. J'ai embrassé son front et je lui ai souhaité bonne nuit. Quand je suis retourné dans la cuisine, Michael était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, fixant le vide. « Elle va bien ?» a-t-il demandé. « Je ne pense pas », ai-je dit. Michael a expiré lentement, comme s'il s'était retenu. Maman n'a rien dit de bizarre. Papa n'a rien dit de bizarre. C'était normal. La normalité peut être un déguisement. Certaines familles portent la normalité comme d'autres familles portent du parfum. J'ai commencé à lui dire ça. Puis je me suis arrêté, parce que la dernière chose que je voulais, c'était une dispute à propos de ses parents alors que mon instinct hurlait déjà. Nous sommes allés nous coucher. Je n'ai pas dormi. À un moment donné après minuit, je l'ai entendu. Un bruit si petit qu'il a failli ne pas être enregistré. Du scotch. Ce bruit de déchirure collante, qui n'arrive que lorsque quelqu'un emballe quelque chose. Je me suis assise dans le lit, le cœur battant. Michael dormait à côté de moi, un bras jeté sur son visage comme s'il essayait de bloquer le monde. Le bruit du scotch est revenu, puis du papier froissé. Je me suis glissé hors du lit et j'ai marché doucement dans le couloir. La maison était sombre, éclairée seulement par la petite veilleuse dans la prise. La porte de Grace était entr'ouverte. Une fine bande de lumière se déversait dans le couloir. Je l'ai poussée et je me suis arrêté. Grace était par terre, entourée de papier cadeau, d'un rouleau de scotch et d'un ruban qui semblait venir d'un sac cadeau que quelqu'un avait gardé. Devant elle, il y avait son MacBook, pas la boîte, mais l'ordinateur portable lui-même. Elle l'emballait comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Mon estomac a chuté si vite que je jure que mon âme est restée à la traîne. Grace, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est figée, du scotch collé au doigt. Ses yeux se sont braqués sur les miens. Pendant une seconde, elle a ressemblé à une biche prise dans les phares. Puis son visage s'est effondré. Je suis juste, a-t-elle chuchoté. Je me suis accroupi. Ma puce, pourquoi est-ce que tu emballes ton ordinateur portable? Ses lèvres tremblaient. Elle a cligné des yeux forts, comme si elle essayait de retenir ses larmes par la seule force de sa volonté. Je le donne à Lucas, a-t-elle dit. Je l'ai fixé. Tu. Quoi? Je le donne à Lucas, a-t-elle répété, la voix tremblante. Pour son anniversaire? Mon cerveau essayait de donner un sens à tout ça et échouait. Grace avait voulu ce MacBook plus qu'elle n'avait voulu quoi que ce soit au cours de ses 9 années d'existence. Pas parce qu'elle voulait jouer à des jeux dessus, pas parce qu'elle voulait frimer. Elle le voulait parce qu'elle rêve de réaliser des vidéos. Elle monte des petits films comme d'autres enfants font des dessins. Elle parle d'angles de caméra et d'effets sonores depuis qu'elle sait tenir un iPad. Cet ordinateur n'était pas un jouet pour elle. C'était son rêve en aluminium et en verre. Et tu veux le donner, ai-je demandé prudemment, comme si j'approchais un animal effrayé. Grace a hoché la tête, les larmes débordant enfin. C'est injuste. Injuste? Ma voix est sortie plus petite que je ne l'espérais. C'est injuste que je l'ai, a-t-elle dit, en essuyant ses joues du revers de la main. Et que Lucas ne l'est pas. Je ne veux pas être gâtée. Je ne veux pas être méchante. Ma poitrine s'est serrée. Les enfants n'inventent pas ce genre de culpabilité tout seuls.
Les enfants ne décident pas spontanément qu'ils sont moralement obligés de remettre leurs choses préférées pour maintenir l'équilibre de l'univers. Cette culpabilité portait des empreintes digitales partout sur elle. Je me suis rassise sur mes talons. Qui t'a dit ça? Grace a secoué la tête immédiatement, comme si la réponse était dangereuse. Grace, ai-je dit doucement. Je ne suis pas fâché contre toi. J'ai juste besoin de comprendre. Elle a reniflé, les yeux dartant vers l'ordinateur comme s'il risquait de s'enfuir. Qui t'a dit que tu devais faire ça? Ai-je demandé à nouveau. Pendant quelques secondes, elle a juste pleuré doucement, comme si son corps avait finalement renoncé à se retenir. Puis elle a chuchoté, grand-mère Patricia. Mon sang s'est glacé. Et grand-père George était là, a-t-elle ajouté rapidement, comme si elle ne voulait pas le laisser de côté, comme si l'équité était encore importante même maintenant. J'ai dégluti. Qu'est-ce que grand-mère Patricia a dit? La voix de Grace est devenue plus petite. Elle a dit que ce n'était pas bien que j'ai quelque chose de si luxueux. Et que Lucas n'en a pas. Elle a dit qu'une bonne petite fille partagerait. Et, elle a hésité, les yeux se fermant fort. Et quoi, ai-je demandé, ma voix si douce qu'elle ne semblait pas être la mienne. Grace a ouvert les yeux et m'a regardé avec une peur brute. Elle a dit, si je ne le fais pas, a chuchoté Grace, je ne pourrai plus l'appeler grand-mère. J'ai senti quelque chose de chaud et de sauvage monter en moi. Le genre de colère qui fait trembler les mains. Le genre de colère qui vient du fait que quelqu'un fait pleurer votre enfant pour pouvoir gagner quelque chose. Derrière moi, j'ai entendu un grincement dans le couloir. La voix endormie de Michael. Jess. Je me suis retourné. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, clignant des yeux comme s'il s'était réveillé au milieu d'un mauvais rêve. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Grace l'a regardé, puis a baissé les yeux, agrippant le bord du papier cadeau comme si c'était une bouée de sauvetage. Je suis resté là, le cœur battant. Michael, ai-je dit, la voix serrée. Ta mère a dit à notre enfant qu'elle ne pouvait plus l'appeler grand-mère si elle ne donnait pas son ordinateur à Lucas. Michael m'a fixé comme si j'avais parlé une autre langue. Quoi? Grace a hoché la tête misérablement. Il a traversé la pièce et s'est laissé tomber à genoux devant elle. Grace, a-t-il dit, la voix basse. Est-ce que grand-mère a vraiment dit ça? Grace a hoché la tête à nouveau. La mâchoire de Michael s'est crispée. Il a levé les yeux vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je ne voyais presque jamais quand il s'agissait de ses parents. Pas de patience, pas de diplomatie, pas cette envie familière d'aplanir les choses jusqu'à ce que plus personne ne soit fâché. Quelque chose de plus dur. Il s'est levé. Puis, sans un mot, il a fouillé dans sa poche et a sorti son téléphone. J'ai cligné des yeux vers lui. Il était plus de minuit. La maison était sombre. Notre fille pleurait par terre dans un nid de papier cadeau. Et mon mari qui évite les conflits et maintient la paix, déverrouillait son téléphone comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose d'irresponsable de la meilleure façon possible. Michael, ai-je commencé. Il ne m'a pas regardé. Non, a-t-il dit doucement. Pas en colère, juste définitif. Grace le regardait comme s'il allait marcher dans une tempête. Je le regardais comme si j'étais la tempête. Étage 5 minutes plus tard, Michael a dit quelque chose à ses parents, quelque chose qui a changé les règles de notre famille pour toujours. Quelque chose qui a fait taire leur voix à l'autre bout du fil. Parce que pour la première fois depuis que je le connaissais, mon mari n'appelait pas pour maintenir la paix. Avant de rencontrer Michael, je pensais comprendre à quoi ressemblaient les problèmes de famille. Dans mon monde, les problèmes de famille étaient ennuyeux, pas destructeurs. Le genre de trucs pour lesquels on lève les yeux au ciel et on passe à autre chose. Puis j'ai rencontré Michael. Michael était calme d'une manière qui ressemblait à un soulagement. Il écoutait. Il aplanissait les choses. Il essayait de mettre tout le monde à l'aise, même les gens qui ne le méritaient pas. Au début, je pensais que c'était juste sa nature. Et puis j'ai rencontré ses parents. Patricia et George étaient polis, souriants. Le genre de couple qui pouvait vous faire sentir bienvenu, tout en vous donnant l'impression que vous étiez debout au mauvais endroit. Patricia louait Michael constamment, mais ses compliments venaient avec des crochets. « Tu es le responsable », disait-elle en souriant. Pas comme certaines personnes.
Je n'ai jamais su qui étaient certaines personnes. Je savais juste que Michael en riait. Il en riait toujours. La première fois que j'ai réalisé que je n'imaginais pas les choses, c'était quand nous avons commencé à parler sérieusement d'argent, les vrais trucs pas romantiques. Nous étions sur mon canapé à partager du popcorn quand Michael a mentionné ses prêts étudiants. Je les paie encore, a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. Tes parents n'ont pas aidé du tout? Il n'a même pas levé les yeux. Non. J'ai attendu, pensant qu'il ajouterait quelque chose pour que cela ait du sens. Il ne l'a pas fait. Ils ont payé pour l'université de Kathleen, a-t-il dit à la place. Kathleen est ta sœur, ai-je dit. 3 ans plus jeune, a-t-il confirmé. Donc, ils ont payé pour la sienne, ai-je dit lentement. Mais pas la tienne. Michael a hoché la tête comme si c'était normal. Et tu es d'accord avec ça? Il m'a lancé un regard comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Jess, ils ont dit qu'elle en avait plus besoin. Cette phrase est devenue la règle. Elle en avait plus besoin. Kathleen était sensible. Kathleen se cherchait encore. Kathleen s'effondrerait sans soutien. Michael était capable. Michael irait bien. Michael pouvait gérer. Alors il l'a fait. Il a travaillé pendant ses études. Il a financé son propre diplôme. Il a construit une carrière à la dure, parce que personne n'allait la construire pour lui. Kathleen a continué à dériver. Nouvelle majeure, nouveaux plans, nouveaux rêves. Finalement, elle a obtenu son diplôme avec quelque chose qu'elle appelait une passion. Et puis elle a épousé un homme qui dérivait juste à côté d'elle. Puis ils ont eu Lucas, et Lucas est devenu le centre de l'univers. Patricia et George parlaient de lui comme s'il était le soleil, et que tout le monde était chanceux de tourner autour. Ses besoins étaient urgents. Ses déceptions étaient traitées comme des urgences. Michael est resté en orbite, lui aussi. C'était la partie étrange. Il est resté poli. Il est resté utile. Il les aidait financièrement. Il aidait Kathleen. Il aidait Lucas. Michael et moi travaillons tous les deux dans l'informatique. Nous sommes stables. Pas riches, mais à l'aise. Et pourtant, il y avait toujours cette fuite silencieuse. De l'argent quittant notre compte comme une fuite lente. Ils ont besoin d'aide, disait Michael, juste pour cette fois. Je peux gérer. Patricia adorait cette phrase. Elle le louait d'être un si bon fils quand il donnait, et jouait les blessés quand il hésitait. George restait silencieux et laissait Patricia diriger. Et le favoritisme ne s'arrêtait pas aux adultes. Lucas était traité comme un prince. Grace était traitée comme une arrière-pensée. Patricia pouvait énumérer les passe-temps de Lucas, mais elle oubliait ce que Grace aimait. George s'illuminait pour les sports de Lucas, puis se tournait vers Michael pour demander s'il pouvait payer quelque chose. Patricia parlait du fait que Lucas avait eu une année difficile et qu'il méritait quelque chose de spécial. Puis elle tendait à Grace un petit cadeau générique, comme si elle l'avait attrapé en sortant du magasin. Parfois, la voix de Patricia restait douce alors que le sens devenait tranchant, comme si l'affection était quelque chose qu'on gagnait en se comportant correctement. Michael ne le voyait pas, ou ne voulait pas le voir. Et je continuais à me dire, c'est gérable. C'est ennuyeux. C'est injuste, mais c'est gérable. Je me disais autre chose aussi, sans m'en rendre compte. Michael peut être utilisé, mais Grace est en sécurité. Puis est venu l'anniversaire de Grace. Nous avons fait simple. Famille, gâteau, ballon. Grace parlait de montage vidéo depuis des mois. Sérieusement, des tutoriels, des petits scripts, des plans, des avis sur l'éclairage comme si elle était une minuscule réalisatrice. Michael et moi avons économisé. Nous voulions soutenir son rêve, pas juste acheter un autre jouet. Alors, nous avons acheté le MacBook. Quand Grace l'a ouvert, elle s'est figée comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Puis elle a fait ce bruit, moitié rire, moitié sanglot, et a jeté ses bras autour de nous comme si nous lui avions remis les clés de son avenir. Je savourais encore ce moment quand j'ai levé les yeux. Lucas regardait. Son visage n'était pas excité. Il était tendu, déçu, comme si on lui avait promis quelque chose et qu'on l'avait donné à quelqu'un d'autre. Le sourire de Kathleen s'est figé. Elle n'a pas attendu longtemps.
Waouh, a-t-elle dit trop fort. C'est beaucoup. C'est pour le montage de Grace, a dit Michael. Kathleen l'a balayé de la main. Tu lui as donné quelque chose comme ça devant tout le monde, a-t-elle dit, les yeux glissant vers Lucas. As-tu une idée de l'image que ça me donne? Je l'ai fixée. De l'image que ça te donne? Je ne peux pas me permettre ça pour mon fils, a claqué Kathleen. Alors maintenant Lucas se sent mal, et je passe pour une mauvaise mère. L'excitation de Grace a vacillé juste un peu. C'est ce qui m'a retourné l'estomac. La façon dont la jalousie d'un adulte pouvait atteindre un enfant en quelques secondes. Et Patricia et George n'ont rien fait. Ils ne l'ont pas corrigé. Ils n'ont pas mis fin à ça. Ils n'ont pas dit, c'est l'anniversaire de Grace. Le sourire de Patricia n'atteignait pas ses yeux. George avait l'air mal à l'aise, mais restait silencieux. Après ça, ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu des commentaires. De petites piques. Une vraie princesse, disait quelqu'un quand Grace sortait l'ordinateur. Ta mère te gâte vraiment, disait Patricia avec un rire qui n'en était pas tout à fait un. Rien qu'on puisse dénoncer sans que quelqu'un prétende qu'on réagit excessivement. Mais assez pour que je sente le ressentiment s'accumuler comme un orage. Avec le recul, cet anniversaire n'était pas juste une célébration. C'était le moment où l'ordinateur est devenu un symbole, et certaines personnes dans cette pièce ont décidé qu'elles n'aimaient pas ce qu'il symbolisait. L'appel vidéo s'est connecté plus vite que prévu. Michael a choisi la vidéo. Il n'a pas dit pourquoi à voix haute, mais je savais que si on peut voir le visage de quelqu'un, il ne peut pas prétendre plus tard que vous avez mal compris. Ils ne peuvent pas se cacher derrière le ton. Ils ne peuvent pas réécrire la réalité aussi facilement. Je suis resté hors champ, debout légèrement derrière Michael pour pouvoir voir l'écran. Grace était assise sur son lit, serrant un oreiller contre sa poitrine, regardant avec de grands yeux effrayés. Patricia et George sont apparus devant leur ordinateur. L'angle était légèrement décalé, la webcam visait trop haut. Patricia s'est penchée en avant, puis a cligné des yeux comme si elle venait de se rappeler quelle heure il était. Michael, a-t-elle dit, sa gaieté vacillant pendant une demi-seconde. Chérie, il est tard. George plissait les yeux vers l'écran, lunettes sur le nez, cheveux ébouriffés. Il a levé la main pour un petit signe, plus lent que d'habitude. Ils n'avaient pas l'air endormis exactement. Ils avaient l'air pris sur le fait, comme si nous avions allumé la lumière dans une pièce qu'ils pensaient privée. La voix de Michael était contrôlée, polie, presque trop polie. Salut, maman. Salut, papa. Patricia a essayé de récupérer. Elle a collé un sourire qui appartenait à la journée. Comment allait Grace? A-t-elle passé un bon moment avec nous? Ma mâchoire s'est crispée. Michael n'a pas répondu directement. Nous devons vous demander quelque chose. Les sourcils de Patricia se sont levés. Oh. Michael a pris une inspiration. Grace était en train d'emballer son ordinateur ce soir. Elle a dit qu'elle le donnait à Lucas pour son anniversaire. Patricia a laissé échapper un petit rire, comme s'il s'agissait d'un doux malentendu. Eh bien, n'est-ce pas généreux de sa part? Michael n'a pas souri. Maman, est-ce que tu lui as dit qu'elle devait faire ça? C'était là. Calme, direct. L'expression de Patricia n'a pas beaucoup changé. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas nié. Oui, a-t-elle dit, comme si c'était évident. Bien sûr. Les épaules de Michael se sont tendues. Patricia a continué, la voix plus ferme maintenant. Michael, tu as donné à une enfant un cadeau très coûteux. Elle a 9 ans. Ce n'est pas approprié. Et Lucas n'a rien de tel. Ce n'est pas juste. George a hoché la tête une fois, lentement, comme s'il était d'accord avec un point qui avait déjà été décidé. La bouche de Michael s'est pincée. C'était pour son montage. Tu le sais. Patricia a balayé ça de la main. C'est quand même trop, et Lucas en veut un. Lui, il l'apprécierait. Grace a fait un petit bruit dans sa gorge, comme un sanglot réprimé. J'ai tendu la main et j'ai serré son épaule. Elle s'est penchée contre ma main. La voix de Michael est devenue plus froide. Est-ce que tu as dit à Grace qu'elle ne pourrait plus t'appeler grand-mère si elle ne le donnait pas à Lucas? Le sourire de Patricia est revenu, mais il n'était pas chaleureux. C'était le genre de sourire qu'on utilise comme une arme.
Je lui ai dit, a déclaré Patricia, que si elle veut faire partie de cette famille, elle doit apprendre à partager. Michael a fixé l'écran. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les yeux de Patricia se sont plissés. Si elle veut être ma petite fille, a-t-elle dit lentement, elle doit se comporter comme telle. Quelque chose dans le visage de Michael a changé. C'était subtil, mais je l'ai vu. La partie de lui qui essayait de mettre tout le monde à l'aise a disparu. Michael a reculé sa chaise et s'est levé. Même lors d'un appel vidéo, il se tenait grand. Immobile. Les yeux de Grace se sont écarquillés. Les miens aussi. Patricia a cligné des yeux à nouveau, plus sèchement cette fois. George s'est redressé. La voix de Michael était calme, mais elle portait du poids. Si vous voulez être les grands-parents de Grace, a-t-il dit, alors vous devez vous comporter comme tel. Patricia a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a essayé. Michael, c'est le milieu de là. Non. Michael l'a coupé, et le mot a atterri comme une porte qui se verrouille. Tu ne menaces pas l'amour d'un enfant pour obtenir ce que tu veux. Tu ne la culpabilises pas pour qu'elle abandonne quelque chose d'important pour elle, et tu n'utilises pas la famille comme une laisse. Le visage de Patricia s'est vidé de sa couleur si vite que c'était presque impressionnant. La bouche de George s'est légèrement ouverte, puis fermée un instant. C'était silencieux. Pas le silence décontracté des gens qui réfléchissent, mais le silence stupéfait des gens qui réalisent que les règles ont changé. Michael a regardé l'écran, le regard stable. Nous avons terminé. Et puis il a coupé l'appel, juste comme ça. Pas d'excuses, pas d'adoucissement. Pas de « parlons-en ». Il a mis fin à l'appel. Je l'ai fixé. Grace l'a fixé. Michael a fixé son téléphone comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que son propre pouce avait fait ça. Puis il s'est tourné vers Grace. Il s'est agenouillé devant elle. Sa voix s'est adoucie, mais pas ses mots. « Tu ne donnes pas ton ordinateur à Lucas » a-t-il dit. « Tu me comprends ?» Les yeux de Grace se sont remplis à nouveau. Elle a hoché la tête. Michael a pris ses mains doucement. « Tu n'as pas à renoncer à quelque chose que tu aimes pour rendre les adultes heureux. Ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas ça, la famille. » La lèvre de Grace a tremblé. Mais grand-mère a dit. Je me fiche de ce que grand-mère a dit, a déclaré Michael. Et le fait qu'il le dise comme ça a fait faire un saut périlleux à mon estomac de la meilleure façon possible. Si elle veut être ta grand-mère, elle agira comme telle, pas l'inverse. Grace a laissé échapper un souffle tremblant, comme si elle avait gardé ses poumons serrés pendant des heures. Michael m'a jeté un coup d'œil. Nous n'irons pas demain, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Je n'ai même pas eu besoin de demander ce qu'il voulait dire. L'anniversaire de Lucas. Michael a repris son téléphone et a tapé un court message. J'ai vu son pouce bouger. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas négocié. Il l'a juste envoyé. Nous ne viendrons pas demain. Plus tard, après que Grace se soit enfin endormie, Michael s'est assis à son ordinateur. Il avait l'air fatigué. Pas seulement physiquement. Fatigué de la manière dont quelqu'un a l'air quand il a soutenu un mur tout seul pendant des années, et qu'il réalise soudain qu'il peut le poser. Je paie pour eux depuis si longtemps, a-t-il dit doucement. Je me suis assise à côté de lui. Je sais. Michael a dégluti. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, qu'ils avaient juste besoin d'aide, que Kathleen allait se remettre sur pied, que maman et papa allaient, je ne sais pas, apprécier. Il a ri une fois, un rire sec et sans humour. Et ensuite, ils ont fait ça à Grace. Il a ouvert son application bancaire, les virements, les prélèvements automatiques, les paiements récurrents. Je l'ai regardé faire défiler comme s'il lisait sa propre histoire. Puis il a commencé à annuler, un par un. Il a annulé le virement mensuel à Patricia et George, $650 d'aide pour les factures. Il a annulé le virement à Kathleen, $400 par mois pour l'épicerie et l'aide au loyer. Il a annulé le paiement récurrent pour les activités de Lucas, $220 par mois. Il a retiré sa carte du forfait téléphonique partagé qu'il couvrait. $180 par mois. Total, $1450 par mois. Michael a fixé l'écran pendant un long moment.
Puis il a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé. J'ai fini, a-t-il dit. J'ai fini de payer des gens qui blessent ma gamine. J'ai pris sa main et je l'ai serrée. Bien, ai-je dit doucement. Moi aussi. Ce soir-là, la maison semblait étrangement calme. Pas tendue, juste calme. Et alors que j'étais allongé dans le lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à une chose. Demain, c'était l'anniversaire de Lucas. Nous n'irions pas. L'argent n'irait pas. Et Patricia, George et Kathleen allaient le remarquer. Le matin après l'anniversaire de Lucas, mon téléphone a vibré comme s'il faisait une crise. J'ai regardé l'écran et j'ai immédiatement regretté d'avoir des yeux. Kathleen avait publié une de ses longues rédactions émotionnelles sur les réseaux sociaux, le genre qui ne mentionne jamais ce qui s'est réellement passé, mais qui finit quand même par faire de vous le méchant. Selon Kathleen, Michael avait piqué une colère et leur avait coupé les vivres juste avant l'anniversaire de Lucas. Selon Kathleen, nous avions traîné des problèmes d'adultes sur un enfant et ruiné le jour spécial de Lucas. Et puis elle a mentionné Grace. Grace, une enfant de 9 ans. Apparemment, Grace avait refusé d'aider son cousin, et cet égoïsme avait blessé Lucas. J'ai fixé le message, le pouls battant dans mes oreilles, en pensant, si tu dois utiliser le nom d'un enfant pour gagner une dispute, tu as déjà perdu. Puis j'ai fait défiler. Patricia avait commenté, nous pensions l'avoir mieux élevé. George avait écrit quelque chose sur le fait d'être abandonné par son propre fils, ce qui était impressionnant étant donné qu'il le tapait depuis le confort des factures que Michael payait. Quelques parents sont intervenus avec des émojis tristes et une vague sympathie. Quelques personnes ont demandé ce qui s'était réellement passé. Kathleen a répondu avec une tristesse plus soigneusement choisie. Beaucoup de sentiments, aucun fait. Michael se tenait derrière moi, lisant par-dessus mon épaule. Il est devenu très immobile. Puis mon téléphone a sonné. C'était une parente qui avait été à la fête. Jess, a-t-elle dit doucement. Juste pour que tu saches. Lucas a fait une crise. J'ai fermé les yeux. À propos de quoi? Il voulait l'ordinateur de Grace. Elle a dit qu'il s'y attendait. Quand il n'est pas arrivé, il a hurlé, pleuré, exigé qu'il lui en achète un. C'était beaucoup. J'ai expiré lentement. Donc, l'anniversaire n'a pas été gâché par nous, ai-je dit. Il a été gâché par un enfant qui n'a pas eu une surprise à $1 600. Oui, a-t-elle dit. Et Kathleen laisse cette partie de côté. Quand j'ai raccroché, Michael s'est assis à la table de la cuisine comme si ses genoux avaient finalement décidé d'arrêter de faire semblant. Puis il a dit très doucement, ils disent que je n'ai jamais aidé. Je me suis retourné. Quoi? Il m'a montré l'écran. Kathleen avait écrit noir sur blanc que Michael n'avait jamais levé le petit doigt pour eux, jamais aidé, jamais soutenu. C'est la partie qui l'a touché. Pas les insultes, pas la diffamation, la réécriture. Des années de, juste cette fois. Des années à être le responsable, effacé en une phrase. Michael n'a pas explosé. Il n'a pas vociféré. Il a juste fixé son téléphone comme s'il l'avait trahi. Je suis resté proche parce que c'était nouveau pour lui. Tenir tête à sa famille n'était pas un muscle qu'il avait utilisé auparavant, et il tremblait déjà. D'autres commentaires sont arrivés. Certaines personnes encourageaient Kathleen, d'autres posaient des questions, d'autres profitaient clairement du drame comme s'il s'agissait d'un abonnement gratuit. Grace a erré dans la cuisine en se frottant les yeux, et j'ai retourné mon téléphone si vite que cela aurait pu passer pour un tour de magie. Elle n'avait pas besoin de voir des adultes se disputer à son sujet comme si elle était un prix dans un jeu télévisé. Michael l'a regardé s'éloigner. Quelque chose s'est installé sur son visage. Il a pris son téléphone. Je réponds, a-t-il dit. J'ai dégluti. D'accord. Il a tapé lentement, pas furieux, pas brouillon, juste fini. Il a écrit la vérité. Que Grace emballait son ordinateur parce que Patricia et George lui avaient dit qu'elle devait le donner à Lucas. Que Patricia lui avait dit qu'elle ne pourrait plus l'appeler grand-mère si elle refusait. Que Grace pleurait, terrifiée à l'idée de perdre l'amour de sa grand-mère. Puis il a écrit la partie sur laquelle Kathleen comptait pour que personne ne pose de questions, l'argent. Il a listé les paiements, clairs et simples. $650 par mois à Patricia et George, $400 par mois à Kathleen, $220 par mois pour les activités de Lucas,
$180 par mois pour le forfait téléphonique, $1450 par mois pendant des années. Et puis, il a ajouté une dernière ligne, j'ai les preuves. Il n'a pas publié de capture d'écran. Il n'en avait pas besoin. Il a juste mis la phrase là comme une porte verrouillée. Il a appuyé sur publier. Pendant 1 minute, rien ne s'est passé. Puis la section des commentaires a changé de ton. Pas instantanément, pas magiquement, mais sensiblement. Les gens ont demandé, attends, elle a menacé une enfant. Les gens ont demandé, elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus l'appeler grand-mère. Les gens ont fait le calcul à voix haute, ce qui est toujours un mauvais jour pour les menteurs. Quelques parents ont envoyé un message privé à Michael pour s'excuser. Quelques personnes ont commenté publiquement que c'était mal, que les adultes n'utilisent pas l'amour comme une arme, et qu'ils ne le font certainement pas à une enfant de 9 ans. Kathleen a arrêté de répondre. Patricia et George ont arrêté de commenter, et pour la première fois depuis minuit, le silence ressemblait moins à de la tension et plus à du soulagement. Quelques semaines plus tard, la sonnette a retenti. Michael et moi avons échangé un regard, le genre que les gens mariés développent quand ils savent tous les deux qu'ils sont sur le point d'être agacés. Michael a ouvert la porte. Patricia et George se tenaient sur notre porche. Kathleen rôdait derrière eux comme du renfort. Patricia tenait un gâteau dans un récipient en plastique transparent avec une étiquette de supermarché, comme si c'était un traité de paix qu'elle avait ramassé à côté des poulets rôtis. « Salut », a-t-elle dit, la voix mielleuse. « Nous avons apporté ça pour vous. » Michael a fixé le gâteau, puis sa mère. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le sourire de Patricia a vacillé. « Nous voulons juste aller de l'avant. Nous comprenons maintenant. » Nous avons réagi de manière excessive. George a hoché la tête comme s'il était d'accord avec quelque chose qu'il n'avait pas dit lui-même. Patricia a fait un petit pas en avant. Nous devrions revenir à la normale. C'était là. Michael n'a pas scié. Non. Les yeux de Patricia se sont plissés. Michael, vous n'êtes pas là parce que vous êtes désolé, a dit Michael, calme comme un coffre-fort verrouillé. Vous êtes là parce que l'argent s'est arrêté, et que la sympathie n'a pas fonctionné. Le visage de Patricia s'est crispé. Ce n'est pas, Michael a levé la main. Si vous voulez un contact avec Grace, ce sera à mes conditions. Patricia avait l'air de vouloir argumenter, mais Michael a continué. Pas d'argent, a-t-il dit. Rien. La mâchoire de Kathleen s'est serrée. Vous vous excuserez, a continué Michael. Vous vous comporterez bien. Les visites seront supervisées. Vous n'aurez pas d'accès privé à elle. Vous ne la culpabilisez pas. Vous ne la menacez pas. Et si j'entends une demande d'argent de plus ou une tentative de plus pour manipuler mon enfant, vous ne la verrez plus du tout. Patricia l'a fixé comme s'il était un étranger. George avait l'air stupéfait. Le visage de Kathleen est devenu rouge de colère et d'embarras. La voix de Patricia est devenue plus tranchante. Tu as changé. Michael a hoché la tête une fois. Oui, a-t-il dit, c'est vrai. Patricia a tendu le gâteau une dernière fois, comme si le sucre pouvait combler le trou où la responsabilité devrait être. Michael ne l'a pas pris. Sa main est retombée. Ils sont partis. Pas avec un marché, pas avec une victoire, juste partis. Quand la porte s'est fermée, Michael a expiré lentement et en tremblant, comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. J'ai passé mes bras autour de lui. Il m'a serré fort en retour. Et dans ce calme, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas complètement saisi auparavant. Les limites ne protègent pas seulement les enfants. Elles protègent les personnes qui ont été dressées à croire qu'elles n'avaient pas le droit d'en avoir. 6 mois plus tard, notre vie avait l'air complètement différente. Pas parce que nous avons déménagé dans une nouvelle maison ou gagné à la loterie, mais parce que nous avons arrêté de payer pour que d'autres adultes vivent. Sans les virements mensuels, sans l'aide supplémentaire, sans la fuite financière silencieuse, notre foyer semblait spacieux. Nous n'étions pas soudainement riches, mais nous ne calculions pas constamment. Nous pouvions respirer. Nous avons emmené Grace faire de petits voyages supplémentaires, des escapades le week-end, des vacances simples qui semblaient luxueuses, surtout parce que nous n'étions pas stressés tout le temps. Nous avons passé plus de temps ensemble en famille, et Grace semblait plus légère, comme si elle ne portait plus cette responsabilité invisible. Michael était différent, aussi.
Moins tendu, moins en train de s'excuser, plus ancré. Il a appris, d'une manière qui m'étonne encore, qu'il n'avait pas à payer pour sa place dans la famille. Il n'avait pas à acheter la paix. Patricia et George ont essayé quelques fois de plus au fil des mois. De petits tests, de petites poussées, de petites tentatives pour glisser à nouveau dans la vieille normalité, mais à chaque fois Michael a tenu bon. Finalement, ils se sont adaptés. Maintenant, ils voient Grace toutes les 2 semaines. Toujours sous supervision. Toujours avec Michael et moi présents. Pas de conversation privée. Pas de « nous allons juste l'emmener prendre une glace ». Pas de culpabilité chuchotée sur le siège arrière. Et le plus drôle, c'est que Grace les apprécie plus maintenant, parce qu'elle n'a pas peur d'eux, parce qu'elle sait que nous sommes juste là. Kathleen et Lucas se sont adaptés aussi. Sans notre argent, Kathleen a dû annuler beaucoup d'extras. Les vacances, les ajouts de luxe, les petites améliorations coûteuses auxquelles ils s'étaient habitués. Ils avaient encore assez pour l'essentiel, le loyer, l'épicerie, les services publics. Ce qu'ils ont perdu, c'est le coussin, le boost de style de vie, le parrainage. Et regarder cela se produire a rendu une chose très claire. Ils n'avaient pas besoin de Michael pour survivre. Ils avaient besoin de lui pour maintenir un niveau de confort auquel ils se sentaient en droit de prétendre. Notre maison est plus heureuse maintenant. Grace est en sécurité. Michael est libre de ne plus être le distributeur automatique de la famille. Et Patricia ne peut plus utiliser le mot grand-mère comme une arme, parce que ce mot n'est plus quelque chose que Grace doit gagner en donnant des choses. Alors, voici ce que je veux savoir. Pensez-vous que Michael a fait la bonne chose en leur coupant les vivres? Est-il allé trop loin ou pas assez loin? Le contact supervisé était-il la bonne décision ou aurions-nous dû couper les ponts complètement? Et ai-je eu raison de le soutenir et de respecter ses limites, quoi qu'il arrive avec sa famille?